Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Info 7, qui est, comme vous le savez, la rétrospective de la semaine. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un cadre de l'UDPS, le parti cher à... Moi, je le dis à Étienne Tshisekedi. Parti cher à Étienne Tshisekedi. Et avec lui, nous allons décortiquer les temps forts de l'actualité de cette semaine. Très heureuse d'être avec vous, Diabanza, Monsieur Diabanza. Ouais, le plaisir est partagé. Je me dis quelque part, c'est une première que je viens dans Info 7. La plupart du temps, nous l'avons suivi de loin et aujourd'hui, je me dis, ça sera une bonne chose réellement d'être parmi les acteurs. Voilà, je peux vous appeler Diabanza? Oui, voilà, bien sûr. Diabanza, l'UDPS. Il y en a d'abord combien? Toute première question. Il y a combien d'UDPS aujourd'hui? Il serait difficile pour moi réellement de parler des autres UDPS. Le seul parti que je connais comme UDPS d'Étienne Tshisekedi, c'est le nôtre. C'est le vôtre. L'UDPS, elle, Chibala, elle, non, Je ne sais pas. Est-ce qu'il ne fait pas autre chose? Je crois qu'il peut déjà avoir abandonné la politique. Ok. Mais l'UDPS, permettez vraiment, mesdames et messieurs, c'est pas que quelque chose de choquant, mais comme j'ai quelqu'un de l'UDPS, j'aimerais quand même lui poser cette question. Diabanza, quand on dit taliban, qu'est-ce que vous ressentez? Quand on vous appelle taliban, qu'est-ce que vous ressentez? Personnellement, moi, ça ne me fait ni chaud, ni froid. Je me dis quelque part, c'est une perception de quelqu'un qui est en dehors de mon parti où il s'est dit, il a besoin de faire mal. Et chez moi aussi, je vois des gens qui acceptent ça, ils se disent... normal. Normal. Et quand on voit certains membres de l'UDPS, surtout dans les réseaux sociaux, insulter, parler du mal des autorités, est-ce que cela engage l'UDPS? Dernièrement, on a vu, je ne connais même pas le nom parce que ça ne m'intéresse même pas, mais quand quelqu'un qui se dit de l'UDPS insulte une dame, insulte Janine Mabunda, avec des termes pas du tout appropriés, est-ce que cela vous engage ou vous dites c'est au nom de la liberté d'expression? Non, je crois réellement quelque part, il y a des officiers du parti qui ont tenté de condamner. Ils ont pris langue pour dire réellement qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce qui était en train d'être dit par le monsieur en question. Mais aussi, au nom de la liberté d'expression, celui qui se sent frustré ne peut que porter plainte. Ne peut que porter plainte. S'il y avait réellement infraction. Ok. Comme j'ai encore un cadre de l'UDPS, j'aimerais bien avoir votre réponse. Moi, j'aime bien les comparaisons. À l'époque, on disait de Joseph Kabila qu'il avait fait le contraire de la politique de son père. JKK était l'opposé de Mzee Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, Étienne Tshisekedi est l'opposé de son père, Étienne Tshisekedi, ou il est juste la continuité d'Étienne Tshisekedi? Félix Tshisekedi, pour le petit correctif, je dirais, c'est deux personnes distinctes, en premier, mais concernant réellement le soubassement de son combat politique, l'essentiel de l'héritage du combat, il les tient au sein de l'UDPS. Et l'UDPS ne lui appartient pas. À la différence avec d'autres partis que vous pouvez voir réellement ici, le président Félix Tshisekedi, c'est notre leader, c'est notre visionnaire dans le contexte actuel de la chose. Il est dans l'obligation par rapport au combat de regarder ce que le père fondateur nous a légué. Et c'est par rapport à cela qu'il mène réellement son combat. Le père fondateur, on dit vers les années 82 que nous arriverons au pouvoir sans coup de balle. Et c'est ce qu'il a pu réaliser par rapport à ma personne à moi, parce qu'à un certain moment au sein du parti, je ne le portais pas, j'avais un autre choix, mais il a été capable de nous convaincre par la force de l'argument. Il a été capable de faire voir à tous les membres du parti qu'après la mort du Sphinx, le parti a pu survivre. Il n'était pas le seul à la course de récupérer réellement le leadership. Après Tshisekedi, nous avons vu d'autres personnes, vous venez de citer tantôt Chibala, ministère, Premier ministre, moyen de l'État, mais son parti, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui. Moubak est de l'autre côté, mais Félix a pu, après le père fondateur, de conquérir le pouvoir et aujourd'hui de voir dans quelle mesure il fallait le conserver. Et je me dis directement, partant de la prophétie de père fondateur, c'est quelqu'un qui a pu réellement faire ce que le père nous a légué. Avant de passer vraiment au vif du sujet, l'UDPS est-il un parti tribal? Parce que si je rentre un peu en arrière, quelques années en arrière, avec les pères fondateurs,
toute la République était représentée. Bien sûr. Il y avait Mwakiem qui représentait l'espace Congo, Kibasa qui représentait l'espace Katanga. Il y avait qui encore Kibasa, Mwakiem, Liaou qui représentait le Grand Équateur. Bien sûr. Et lui-même, Étienne, qui était le Grand Kasaï. Donc les 4 langues, les 4 grandes divisions de notre pays étaient représentées au sommet de l'UDPS. Mais aujourd'hui, quelques détracteurs disent que ce n'est plus aujourd'hui le cas. Le SG est dans le même espace. Le suivant, dans le même espace. Bon, vrai ou faux, comme j'ai quelqu'un de l'UDPS, dites à nos téléspectateurs que c'est largement faux, que l'UDPS n'est pas un parti tribal aujourd'hui. Ouais, moi je m'appelle Diabanza Mwanane et je crois que je ne suis pas kassaïen, je suis congolais du Congo central et j'aime ce parti. Vous venez de le dire tantôt, c'est par conviction que vous aimez réellement les choses et je suis sûr que je suis dans le combat par conviction. Quand on est en train de suivre les discours de l'UDPS, on comprend directement que ce n'est pas un discours kassaïen, c'est un discours congolais. Quant à ceux, chacun d'entre nous, celui qui se sent à l'aise dans ce combat, il entre. Et quand vous parlez réellement de l'UDPS aujourd'hui, il y a cette génération des Liaou et les autres. À une certaine époque, il y a eu des Moubake, de Massamba. Massamba est resté, il est membre du parti. Il représente l'espace Congo central et ce n'est pas le seul. Il y en a plein qui sont des autres espaces. Au sommet de l'État, ils sont au sommet du parti, pardon, dans les instances. Il a déjà été secrétaire général. Il a déjà été secrétaire général. Pendant cette période, nous sommes en train de vivre réellement une période transitoire et ce qui est sûr, après le congrès, il y a beaucoup de choses qui seront réellement requalifiées et c'est sûr que d'autres espaces linguistiques seront aussi représentés au sommet. Merci Diabanza pour cet éclairage. Nous allons commencer par le social. Nous allons prendre l'éducation, parce que pour moi l'éducation c'est la priorité des priorités. Nous allons commencer par ça, nous allons parler de la rentrée scolaire qui a débuté cette semaine. Le ministre de l'EPST est descendu sur le terrain pour voir l'efficacité de la rentrée scolaire, la réalité, si ça s'est vraiment bien passé à Kinshasa. Et nous allons parler de propos du cardinal Ambongo qui suscite toujours des vives réactions. Mais ce dimanche, il a encore réaffirmé sa position. Il a dit, si on n'est pas catholique, c'est dans l'enseignement primaire, eh ben, vous ne serez pas enseignant dans des écoles conventionnées catholiques. Avec Diabanza, nous allons en parler. Mesdames et messieurs, le tout premier sujet. Effectivité de la rentrée scolaire 2020-2021, le numéro 1 de l'EPST s'en est lui-même rendu compte. Ce lundi 12 octobre 2020, Willy Bakonga a visité 2 écoles à Kinshasa. D'abord Liti Gombe, ensuite le collège Saint-Raphaël dans la commune de Limete. Accompagné d'une forte délégation dont le représentant pays de l'UNESCO RDC, le ministre d'État à l'EPST a pris le temps de rassurer les élèves et conscientiser les responsables scolaires sur les dispositions prises contre la pandémie de la Covid-19 en milieu scolaire, mais surtout le rôle que chacun doit jouer pour que cette année soit un succès. Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire. Il n'y a pas d'enseignants qui hésitent encore. Je ne pense pas. Je n'ai pas vu. Je suis dans une école catholique. Ça veut dire clairement que les enseignements ont déjà commencé. Ce qui est important est que nous devons nous engager tous. Nous devons prendre collectivement conscience de nos responsabilités, puisque nous devons former cette jeunesse. L'occasion était propice pour Willy Bakonga de rassurer les enseignants, nouvelles unités de l'école primaire. Nous avons déjà lancé un cadre permanent de concertation avec les syndicalistes et c'est à ce niveau-là que nous devons dissiper tout équivoque. Nous devons résoudre tous les problèmes qui surgissent, tous les problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Quant à la décision du cardinal Fridolin Ambongo sur l'exclusivité enseignante catholique, le ministre d'État à l'EPST dénonce une discrimination inacceptable au sein de son secteur et promet d'échanger avec les responsables de l'Église catholique à ce sujet. Un enseignant, c'est quelqu'un qui a une grande valeur. Nous sommes un État laïque et notre pays ne choisit pas de confession religieuse. Donc on ne peut pas transplanter ça au niveau des écoles. Les écoles, il faut avoir seulement des enseignants qui sont capables, des enseignants qui sont compétents pour véhiculer le message. L'homme de la gratuité apaise les finalistes des options techniques dont les résultats de l'exétat ne sont pas encore disponibles car, dit-il, la correction s'est faite manuellement.
C'est en plein 29e dimanche du temps ordinaire consacré à la célébration de la mission universelle que le cardinal a choisi d'administrer le sacrement de confirmation aux jeunes baptisés de la paroisse Notre-Dame des Fatima. Face à une assistance au sein de laquelle se trouvaient des notabilités, entre autres Gabriel Chabani, patron de Congo Web Télévision, Fridolin Ambongo a défini le sacrement de confirmation comme l'occasion spéciale de la réception du Saint-Esprit devant permettre aux chrétiens de défendre la cause de l'Église. Par la confirmation, l'Église reconnaît que votre foi a atteint la maturité. Vous devenez des adultes dans la foi. Et vous devenez des adultes parce que vous recevrez aujourd'hui de façon spéciale le don de l'Esprit Saint. L'Esprit qui confirme, l'Esprit qui réconforte de l'intérieur, l'Esprit de foi, l'Esprit de courage à défendre l'Église de Jésus-Christ. Tout de même, le cardinal en a profité pour répondre, une fois pour toutes, aux agitations de ceux qui remettent en cause sa décision selon laquelle seuls les catholiques seront permis d'enseigner au sein des écoles conventionnelles catholiques. Une décision pour la sauvegarde et la pérennisation des valeurs catholiques, a insisté Fridolin Ambongo. Tout ce bruit qu'on fait dans ce pays, des fois, sans même comprendre de quoi on parle. Notre identité catholique, ce n'est pas seulement dans l'Église. Ce n'est pas seulement quand nous nous rassemblons comme aujourd'hui, mais c'est aussi, et pour ne parler que de ces cas-là, c'est aussi dans nos écoles. Nos écoles sont des lieux où nous devons transmettre des valeurs. Et ce sont des valeurs auxquelles nous, les catholiques, nous croyons. Si un parent envoie son enfant chez nous, c'est parce que ses parents croient à la justesse et à l'importance, la noblesse des valeurs catholiques. Oui. Ce serait même une trahison de confiance que ses parents m'envoient son enfant et je confie son enfant à quelqu'un qui ne partage pas les valeurs catholiques. Il faut d'abord qu'eux-mêmes croient à ces valeurs catholiques et qu'ils soient prêts à les transmettre aux enfants. Chemin faisant, la partie a été élargie à la remise des présents au cardinal par le fidèle. Dans le rang, Gabi Chabani n'a pas dérogé à la règle. Il y a peu, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a été nommé membre du Conseil des cardinaux par le pape François. Diabanza. La gratuité a été effective l'année dernière. Et beaucoup disent le bilan est assez mitigé. Et pour vous, la gratuité a été une réussite totale l'année dernière? Je ne me permettrai pas de dire directement que la gratuité c'est une réussite à 100%, mais au moins c'est une avancée significative pour le bonheur de nos enfants. 4 500 000 enfants qui étaient hors du circuit, et aujourd'hui grâce à la gratuité nous avons pratiquement 2 500 000. Mais nous sommes en train d'hériter un pays où le sommet de la gestion était pratiquement organisé comme une mafia, et nous nous battons pour remettre tout à la normale. Et par rapport à cela, et comme vous êtes sans ignorer, il y a ces dimensions de nouvelles unités, il y a de doublons, il y a 2 emplois fictifs, tout ça, il faut tenter de nettoyer, voir dans quelle mesure il fallait nécessairement avancer. Et je sais qu'il y a de revendications par rapport aux enseignants, et aujourd'hui, je peux me permettre de dire que déjà, c'est bon, elle est un peu timide cette rentrée, mais nous allons finir par voir que tout, par rapport aux revendications des enseignants et ce qu'il y a entre le ministère et l'église catholique par rapport à 4500, vous avez dit il y a eu beaucoup d'élèves, par rapport à la gratuité, sont retournés à l'école. Mais les nouvelles structures, moi j'ai vérifié, une salle avec 100 élèves, 102, 70 élèves par classe. C'est vrai la gratuité, mais beaucoup ont dit la qualité de l'enseignement a drastiquement baissé. Et
c'est impossible pour un être humain, pour un enseignant de l'école primaire, de surveiller une centaine d'enfants. Incroyable, impossible, humainement. Mais je crois, lorsque nous sommes en train de parler de ce problème de la qualité, ce n'est pas aujourd'hui avec la gratuité que la qualité de l'enseignement a drastiquement baissé. C'est un problème qui date. Il se pose un problème de salaire. Il y avait beaucoup de problèmes. L'UDPS avec la jurisprudence, vous c'est toujours comme la fois passée, c'était comme ça, vous vous justifiez toujours. Comme Kabila ne l'a pas fait, vous ne le faites pas non plus. Non. Madame, je sais ce que je suis en train de dire. Il y a eu beaucoup de problèmes par rapport réellement à ces secteurs et nous sommes arrivés. On a su définir les priorités. Et quand il faut parler de priorité, 4 500 000 enfants derrière, en dehors du circuit, c'était une priorité. Et il fallait commencer par là. Et la deuxième étape, nous sommes en pourparlers avec la structure extérieure et voir dans quelle mesure il faut nécessairement ajouter des salles de classe. C'est un second problème qu'il faut résoudre. Les propos du cardinal Ambongo. Tort ou raison? Parce que vous avez suivi, le ministre a dit que c'est une discrimination, le cardinal viole la constitution de notre pays, mais il y tient mordicus le cardinal, il a dit, chez les catholiques, la formation est un tout. Parce qu'il a dit, quand on n'est pas catholique, c'est difficile de transmettre les valeurs catholiques. Pour vous, a-t-il raison, a-t-il tort de prôner cela aujourd'hui? Je suis catholique, moi aussi. Je me dis quelque part, en suivant le prélat, le cardinal, je me pose beaucoup de questions. Mais en tant que catholique, je suis dans l'obligation de réserve. Parce que c'est notre État Tamolimo. Mais toutefois, l'État doit être pour nous une priorité. Que nous soyons catholiques, religieux ou quoi, nous devons réfléchir par rapport à l'intérêt supérieur de la nation. Car la loi suprême, doit être l'intérêt de nos populations. De la même manière, le cardinal Mambongo doit voir la chose par rapport à l'intérêt du peuple. Quant à ce, je me dis, il a besoin d'enseignants méritants et compétents ou il a besoin de catholiques. Il doit savoir définir la chose par rapport à l'objectif. Cela n'exclut pas l'autre. L'un n'exclut pas l'autre. On peut être compétent et tout ça, mais plus, il a dit, peut-être c'est un bonus compétent, tout ça, un bonus catholique. Mais dans le contexte actuel dont on est en train de parler, il a déjà des enseignants qui ne sont pas catholiques, mais qui sont compétents. Et ils ne donnent pas le cours de religion. Si c'était par rapport au cours de religion, j'allais comprendre. Dans l'enseignement primaire, le cours de religion est là. Voilà. S'il a besoin de quelqu'un qui doit réellement donner le cours de religion et il s'est dit celui-là doit être catholique, j'allais comprendre. Moi je donne l'algèbre, je n'ai pas besoin d'être catholique parce que je ne parle pas de Dieu à l'école. Et en plus, le vrai patron de tous les enseignants, c'est l'État. Ce n'est pas l'Église catholique qui paye les enseignants. Bon, comme il y aura dialogue, c'est l'État qui est en train de payer. Soufflé, et je me dis, en se référant à l'article 13 de la Constitution, c'est comme si le prélat était en train de violer cet article. Parce qu'il ne doit pas discriminer quelqu'un par rapport à sa religion. Et pour terminer, je me dis, le Christ que le prélat nous prêche a quitté le cieux et il a accepté de mourir pour le pécheur. Et donc, combien de fois le prélat doit comprendre que lui doit prêcher ceux-là qui ne sont pas catholiques pour devenir catholiques si son Dieu, notre Dieu à nous catholiques, est le meilleur. Moi, je ressors toujours quelque chose de bon. Je crois que vous avez peut-être donné une piste de solution, dit Abanza, peut-être pour le cours de religion. Je pouvais comprendre si c'était pour le cours de religion. C'est peut-être une piste de solution, comme il y aura peut-être dialogue entre eux. Glisser ça chez le ministre de l'EPST, peut-être que pour les cours de religion, qu'on ait spécifiquement soit des prélats ou quoi qui viennent, parce qu'il a dit, comme ce sont des conventionnés catholiques, évidemment, le cours de religion est axé sur les théories, les dogmes catholiques. Là, je comprends. Et s'il est en train de nous suivre, je crois que c'est vraiment une piste de solution. Merci Diabanza. Voilà les intellectuels de mon pays que j'aime beaucoup. Toujours des solutions alternatives. Voilà, nous allons rester toujours dans le social, mesdames et messieurs. Nous allons parler un peu de ce phénomène kidnapping qui continue, mesdames et messieurs. Ce phénomène bat son plein à Kinshasa. Ça fait froid au dos, mesdames et messieurs. Et nous allons parler de la pénurie d'eau à Kinshasa. Il n'y a pas seulement pénurie d'eau, il y a aussi pénurie d'électricité. Parce que moi, personnellement, dans la commune de Massina, j'ai fait 3 semaines sans électricité. Nous allons parler avec M. Diabanza. Des barrières ont été érigées dans certains coins de la ville pour lutter contre le phénomène kidnapping. Un geste salué par quelques Kinois
qui estime que ces mesures ont renforcé la sécurité de la population. Je pense que le gouvernement congolais a été responsable, a essayé un peu de saisir le taureau par la corne, parce que si on laissait pourrir la situation, je pense que la situation elle serait encore envenimeuse plus qu'aujourd'hui. Je pense que par rapport au contrôle, il y a quand même un petit changement par rapport aux précédents événements. Apparemment, la situation commence à changer petit à petit. Moi, j'ai un job que je fais souvent la nuit. J'ai l'habitude de rentrer à la maison aux heures de 23h, minuit, 1h du matin. Souvent, je rentre avec la moto. D'autres, par contre, laissent entendre que la situation n'a pas changé jusque-là. Ce phénomène de kidnapping a pris notre tournure dans la ville de Kinshasa. Donc, on a pris des mesures de barrières, mais on n'a pas pris ça comme il faut. Bien au contraire, on a fait ça juste d'un côté, de l'autre côté. Les barrières n'ont pas pu être mises en place. Ce qui veut dire que ça n'a changé rien d'autre. J'ai des amis qui ont été victimes presque la semaine passée, 2 ou 3 qui m'ont parlé de ça. Cette femme explique ici comment elle étudiait un taxi avant de monter pour éviter le pire. Normalement, la nuit, je n'entre pas dans les taxis à cause de cette histoire de kidnapping là. Je préfère me confiner dans un bus. Bon, si c'est pendant la journée avant d'entrer dans un taxi, je regarde d'abord les personnes. Si parfois je vois que des hommes, en tout cas j'ai des hésitations. Mais quand j'ai appris parfois s'il y a des femmes qui font ces histoires-là, je me remets seulement entre les mains du Seigneur. La population attend du gouvernement le renforcement des mesures barrières dans toute la ville pour mettre fin aux enlèvements dans la capitale. Pénurie d'eau, c'est désormais devenu une monnaie courante dans la capitale congolaise. Ici, nous sommes dans la commune de Kinshasa, précisément au quartier Boyoma, dans son croisement Kabinda-Bokassa. Près de 3 semaines, ses habitants ont vu leur robinet sécher. Une situation qui les met en difficulté, surtout pour accomplir les tâches ménagères. Ces messieurs, eux, déplorent le coût élevé de la facturation de la régie des eaux chaque fin du mois, ce, malgré cette pénurie. Celui-ci va même loin, il qualifie cela de l'escroquerie. Si tu l'embis, tu veux battre ceux qui te savent, ni n'amoko, ceux qui te wapi, maille bimarate, courant, ezate, tu évites, mboka ni les amarques wana. Mutozo luko kende musala maya rosukola, ezate. La campus ba farti ezo ya ba 100 000, ba 150 000. Tu refuta ngombe nini? Comment eloko ngana zo zoate na futango? C'est que d'autre part, tout le monde est comme l'État, comme la population. On sait pas c'est fini. Des locataires, mais factures pour 200 000. Au cours d'un micro-baladeur, ces habitants de la commune de Kinshasa ont profité de l'occasion pour déplorer les coupures intempestives de l'électricité dans ce coin de la capitale. Signalons aussi que certains habitants de cette partie de Kinshasa font recours aux puits pour s'approvisionner en eau. Ce, malgré le danger de la maladie du ventre. Le SOS est donc lancé aux autorités urbaines de remédier à cette situation qui devient de plus en plus inquiétante à Kinshasa. Diabanza, les barrières, est-ce que pour vous c'est une piste de solution pour contrer un peu ce phénomène de kidnapping à Kinshasa? Je crois bien sûr les informations, nous avons suivi qu'il y a eu des arrestations. Et s'il y a eu des arrestations, c'est déjà une bonne chose. 2 ou 3 groupes ont été démantelés, c'est une bonne chose pour nous. Mais j'ai remarqué par l'opération qui m'a beaucoup plus réellement intéressé, c'est lorsque j'ai remarqué comment est-ce que dans la ville-province, on a eu à peu près 812 personnes jeunes qui sont dans de Kuluna, ce qu'on appelle la manière dont on a abusivement l'habitude d'appeler. Ils ont été arrêtés et surtout dans mon quartier, il y a une certaine accalmie. C'est que j'étais en train de vivre il y a de cela 2 semaines, ce n'est plus la même chose. Mais toutefois, je me dis, ce n'est pas la solution des solutions. La meilleure des solutions, nous devons réellement réfléchir par rapport à la famille. Ça sera pour nous la meilleure des solutions. L'éducation de base, la famille. On a hérité un pays où les tissus sociaux a tellement été détruits. Nous sommes dans l'obligation de voir dans quelle mesure il faut recoudre
travailler pour ces tissus. Et pour C'est un y cercle commencer, vicieux, hein. c'est vers la famille que nous devons réellement miser l'essentiel de notre Donc énergie. c'est la pauvreté qui pousse Voilà, les gens il y a à faire autant il y a de cela. mal, Nous à devons réellement y kidnapper, réfléchir. Nous devons y réfléchir, lutter contre la pauvreté. Et j'ai vu le président Félix déjà lancer un programme de la lutte contre la pauvreté. Ça sera pour nous une très bonne chose. Mais ça fait fort d'eau. Mais quel conseil donnerez-vous par rapport, comment éviter, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui c'est une peur bleue de monter dans des taxis jaunes aujourd'hui à Kinshasa. Quel conseil vous donnerez aux gens par rapport à ces taxis? Qu'est-ce qu'il faut faire pratiquement? Je crois l'hôtel des villes est en train de voir dans quelle mesure, parce que sa solution, c'est l'une des solutions que nous sommes dans l'obligation d'utiliser dans le contexte actuel, mais la pauvreté, c'est sur ça qu'il faut réellement miser. Même quand vous parlez réellement de taxi, si nous étions en train d'utiliser le taxi de la même manière que l'on fait de l'autre côté de Congo-Brazzaville, c'est déjà une solution. Parce que quand on prend le taxi, c'est un individu qui est en train de prendre le taxi parce que la course, nous payons la course. Mais dans le contexte de notre pays, nous avons 3 ou 4 personnes, 3 ou 4 personnes, on ne sait pas de qui il s'agit, il y a tout ça. Mais la solution des solutions, c'est le combat contre la pauvreté. Et je crois c'est un combat de nous tous, religieux, politiques, société civile. Nous devons voir dans quelle mesure il faut. Ils ont changé de tactique parce que le kidnapping, ça se fait plus la nuit. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment en plein jour. Le jour. 12h, 13h, 14h, 8h. Donc, c'est vraiment en plein jour. Il faut que vous fassiez très, très attention par rapport à cet accident. Nous prenons la pénurie d'eau. En pleine ville de Kinshasa, en plein 21e siècle, on manque d'eau, on manque d'électricité. Moi, chez moi, comme je l'ai dit, 3 semaines sans électricité. L'eau, c'est vraiment au compte-gouttes. Il y a ma consoeur Grace Nguikie qui a dit qu'elle, à Ngiringiri, en plein Kinshasa, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de courant. On n'y comprend plus rien. On n'y comprend absolument plus rien. Aucun communiqué de ces deux grandes sociétés. Dans le programme de 100 jours du président, nous avons vu, dans le fameux programme qu'on vous traitez de l'appeler, dans ce programme, nous avons vu réellement le président voir dans quelle mesure il fallait résoudre avec des solutions palliatives. Parce que ce n'était pas des solutions durables. On a vu comment est-ce qu'on devait doter de l'argent à la régie des eaux, acheter de citernes pour de coins où il était encore difficile réellement d'amener de l'eau par de tuyaux. Et nous avons vu aussi comment est-ce qu'il était en train de lancer la nouvelle station de l'autre côté de Lembaimbu pour voir dans quelle mesure il fallait distribuer Mongafula et Kisenso, Lembaimbu. C'était de bonnes solutions, mais il est vrai, quand nous sommes en train de parler de notre pays intellectuel, on doit en premier lieu faire le bon diagnostic. Comment est-ce que le pays a été géré pendant 60 ans? Et en dehors de cela, c'est dire maintenant par rapport au diagnostic quelles sont les solutions durables qu'il faut nécessairement apporter. Je me permets de le dire pourquoi. Quand vous observez le pays, chacun d'entre nous, même dans nos familles, on avait l'habitude de dire quand il y a une opportunité par rapport à un poste politique, tu t'es dit, c'est pour toi comment on disait déjà Papa Wemba, chance et l'eau Pamba. Donc c'est votre chance à vous et il faut voir dans quelle mesure il faut s'enrichir. Mais on doit en premier, nous tous, voir dans quelle mesure il faut décourager les détournements. Et quand le détournement sera découragé, nous aurons la possibilité d'avoir un budget qui peut réellement répondre à tout le besoin social de notre peuple. Et c'est sur ça que le président est en train de miser l'essentiel de son énergie. Dissuader l'homme politique, dissuader l'homme qui est en train d'occuper réellement le poste public, de voir dans quelle mesure... beaucoup de structures, de chefs d'État créent beaucoup de structures. Hein, ça répond à de besoins. Il y a un dédoublement nous en avons besoin. Des structures à nous fois. En avons besoin dans le contexte actuel de notre pays. Mais on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. De structures. Les gens se posent la question. Le président, on doit doter ça, on doit doter ça, on doit doter ça, mais tout ça c'est de l'argent, on n'en a pas. Mais peut-être ce sont les priorités. Mais de la même manière aussi, on avait dit au président par rapport à la gratuité de l'enseignement qu'il n'y a pas de l'argent. Mais qu'est-ce qu'il a dit, le président? C'est la Banque mondiale ou c'est le FMI? Non, mais oui, il fallait commencer. Et quand on a commencé, la Banque mondiale est venue. Si on n'avait pas commencé, la Banque mondiale n'allait pas venir. Comme le dit réellement Mao Tse-tung dans ses théories, la praxis nous permet réellement d'avoir des solutions. Quand on est là dans un coin, dans un laboratoire, en train de concevoir des théories sans pour autant le mettre en pratique, soyez-en certains que vous n'aurez pas à donner des solutions. Mais j'ai quand même suivi aussi qu'on a quand même arrêté de démanteler un réseau par rapport au pylône de la SNEL. Voilà. C'est grâce à la police et on m'a soufflé à l'oreille
que c'est à cause de ça qu'on n'a pas l'électricité, une grande partie de la Tchangou et même la ville de Bandundu. Donc nous félicitons un peu la police par rapport à ce travail. C'est incroyable que des Congolais volent des cornières. Ils ne savent pas les conséquences d'Yaban. C'est incroyable. Vous volez des cornières, vous ne savez pas que vous allez... je sais pas, il y aura des villes entières dans l'obscurité. Non, c'est comme si nous étions en train de nous faire mal. Exactement. Tu t'amputes réellement ta jambe. Parce que tu as besoin de l'électricité pour évoluer dans tout ce que tu es en train de faire, mais tu t'es dit, au nom d'un peu de misère, s'il fallait voir dans quelle mesure je peux créer de l'opportunité pour voler la cornière. Nous allons quand même passer à autre chose, mesdames et messieurs. Nous allons prendre le volet judiciaire. Nous allons parler de la prestation de serment qui divise encore une fois de plus la nation congolaise, parce qu'il y en a qui disent que le chef de l'État fait du forcing par rapport à cet état de choses, d'autres disent que le chef de l'État a violé la Constitution, il y a toujours des querelles des juristes, et beaucoup disent Diabanza que ce sont les juristes qui tuent ce pays, parce qu'à chaque fois c'est toujours des problèmes, des explications à contresens, et nous allons voir d'ailleurs le point de vue du professeur Mbata par rapport à ce sujet. Ils sont présentés devant la nation. La nation, c'est un concept beaucoup plus large, qui dépasse même celui du peuple. Mais qui représente la nation? C'est ça la question fondamentale peut-être. Le député national représente la nation, article 101. 101. C'est l'article 101. Quelle autre personne représente la nation? Article 69. Le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation. Alors, ils sont présentés devant la nation, qui représente la nation, maintenant plus spécifiquement, présentés à la nation devant le président de la République. Devant. C'est devant. Oui. Devant l'Assemblée nationale. Oui. Pas devant la présidente ou le président de l'Assemblée nationale. Devant l'Assemblée nationale. Et le Sénat. Pas devant le président du Sénat. Devant le Sénat. Est-ce que cette notion renvoie au Congrès? Je vais y arriver. Okay. Soyez patients, on doit terminer cette question. Justement. Et devant le bureau du Conseil supérieur de la magistrature. La réponse est claire. Il n'y aura pas de congrès. Il n'est pas prévu. Ah, ce n'est pas le congrès. Il n'y en aura pas, ce n'est pas le congrès. Alors c'est quoi? C'est quel format? C'est chaque chambre. C'est pourquoi on ne vote même pas. On ne vote même pas, on ne vous dit pas qui est pour ou qui est contre. En réalité, vous êtes là pourquoi? Vous êtes représentant de la nation. Vous voyez le nouveau juge constitutionnel. Vous les souriez. Vous le lancez un petit sourire, et vous les saluez et vous les applaudissez, c'est tout. Il n'y aura pas de congrès. La Constitution ne parle pas de congrès. Pas de congrès, il n'y en aura pas. Et alors, le protocole invite les gens qui doivent aller. Moi, comme député national, je serai invité. La presse, le peuple aussi, les citoyens seraient invités. Le président de l'Assemblée. Est-ce que ces députés qui seraient invités par le protocole représenteraient-ils l'Assemblée nationale? Mais ils sont membres de l'Assemblée nationale. On n'a pas dit le président de l'Assemblée nationale. Supposons on demande... Sans le mandat de leur bureau respectif? Non, quand je vais, je n'ai pas le mandat, je suis député national. Leur absence ou présence, ce n'est pas un motif de nullité, ça n'annule pas. Est-ce que ça ne discrédite pas le serment? Non, ça ne discrédite pas. Voilà le texte. Leur présence n'est pas exigée à titre de nullité. Mais vous avez lu l'article 10. C'est le président de la République qui prend acte. Je prends acte de votre prestation de serment. C'est lui l'organe clé. Les mal n'ayant pas été réparés à temps, faute d'un dialogue interinstitutionnel républicain, doublé de l'absence de concertation au sein des forces politiques et à la gestion du pays, aujourd'hui la controverse refait surface autour de leur prestation de serment. Il est inimaginable de croire que cette prestation se fera éventuellement en dehors des deux chambres régulièrement réunies au palais du peuple où ils doivent être présentés devant la nation conformément aux dispositions constitutionnelles et légales. Entrevoir une telle cérémonie en dehors du cadre légalement établi consacrerait une irrégularité motivée probablement par la volonté et l'esprit de confrontation dans la conduite des affaires publiques au sommet de l'État. En tant qu'organisation de la société civile, notre rôle est d'attirer l'attention des dirigeants sur les conséquences des actes posés par eux au nom de la nation et les répercussions
sur la vie de la population congolaise. À moins de 3 ans des échéances électorales de 2023, il apparaît suspect la démarche tendant à créer la crise qui affecterait gravement la Cour constitutionnelle où siègent non seulement les juges du contentieux électoral de la présidentielle et des législatives nationales, mais aussi les juges pénals du chef de l'État. Pour le panel des experts de la société civile, rien ne peut justifier la création d'une crise pourtant évitable entre les institutions de la République, surtout que vouloir créer une crise est une chose, mais savoir comment elle va finir en est une autre. À qui profiterait cette crise interinstitutionnelle? Bien entendu, pas au peuple congolais. Mesdames et messieurs, je vais vous lire la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Je vais prendre l'article 10. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour sont présentés à la Nation devant le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat et le Conseil supérieur de la magistrature, représentés par son bureau. Ils prêtent serment devant le président de la République, le serment suivant. Moi, je jure solennellement de remplir loyalement et fidèlement les fonctions de membre de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation à titre privé sur les questions relevant de la compétence de la Cour constitutionnelle et de n'entreprendre aucune activité mettant en cause l'indépendance, l'impartialité et la dignité de la Cour. Le président de la République leur en donne acte. L'article est là, mais comme on dit dans la Bible, une Bible, interprétation. Nous allons entendre l'interprétation de Diabonza. On a dit ici, le membre de la Cour prête serment devant le président de la République, c'est un fait, l'Assemblée nationale et le Sénat. Est-ce que les deux, ensemble, forment le Congrès? C'est ce qu'on nous a appris. Quand les deux sont ensemble, c'est le Congrès. Voilà. La Constitution, dans son article 119, parle réellement de matière dont le Congrès est censé traiter. Et parmi ces matières, il n'y a pas la prestation de serment de la Cour constitutionnelle. Jamais. Donc les deux ensemble ne forment pas le Congrès. Non, il n'y a pour ça. Pour ce cas-là, on ne parle même pas de l'Assemblée nationale et du Sénat comme si nous étions réellement dans le siège. Non. Il faut suivre très bien l'esprit du législateur. On n'est pas comme les institutions de la République, tout simplement. La seule, il y a un élément de taille. Tout au début, on est en train de nous dire qu'ils sont présentés devant la nation. C'est ce qu'on dit au début. La nation, c'est qui? Et quand on parle de la nation, on voit le président de la République qui a été élu au suffrage universel direct. Et nous sommes en train de voir aussi nos députés. On parle d'eux en partant du principe qu'ils représentent la nation. Exactement. Et lorsqu'on est en train de partir de ce principe, on ne dit pas qu'il faut nécessairement que le quorum soit atteint. Non. Donc, quelques membres de l'Assemblée nationale, quelques membres de l'Assemblée nationale, ce n'est pas le bureau de l'Assemblée nationale. Le bureau, c'est écrit noir sur blanc. Le législateur a insisté. Lorsqu'on parle du bureau, il s'agit du Conseil supérieur de la magistrature. Là, c'est le bureau. Pour l'Assemblée nationale, c'est les membres du Sénat, comme le député national, comme le sénateur, peuvent réellement représenter le Sénat et l'Assemblée nationale. Pourquoi il y a crise? Pourquoi il y a crise si tout est clair? La plupart du temps, nous sommes dans des débats à caractère politique que les débats d'ordre républicain. Et il s'est fait que dans le contexte actuel, nos amis du FCC se disent qu'il fallait nécessairement que nous puissions nous partager le juge et la mise en place de l'armée. Et c'est ce qui pose problème. Et ce débat-là n'a rien à voir avec la nation, c'est un débat d'ordre politicien. Vous avez dit d'ordre politicien, le fameux deal. On y est. Parce que vous devez vous partager tout. Parce que ce deal-là, c'est ça la base de tout aujourd'hui. Parce que nous nous fouinons quand même. La Cour constitutionnelle, il y a une place à Souka, dans Mire, la Cour constitutionnelle. La CENI peut donner les résultats de l'élection. Mais ce concours constitutionnel est boy et l'on l'ipé.
Maintenant, c'est ça le nerf de la guerre. Qui doit contrôler la Cour constitutionnelle et qui doit contrôler la CENI? Ngana Yoki. On a entendu dire que Boyokanaki, Moko Azui CENI, Moko Azui Cour constitutionnelle. Et bien là, entre vous deux, le FCC et le CACH. Qui doit prendre la CENI? Qui doit prendre la Cour constitutionnelle? Bon, le bénéfice en vérité, parce que là, vous nous prenez pour des idiots. Permettez l'expression, parce qu'aujourd'hui, j'ai quelqu'un de l'UDPS. Parce qu'on ne comprend plus rien. À qui profite cet imbroglio? À qui profite cette énième crise entre le FCC et le CACH? Nous, la population, nous payons le prix fort Madame, de vos mésententes. Directement que nous sommes l'UDPS. Et je me permets de le dire encore une fois de plus, 37 ans de douleur, 37 ans de sacrifices. Nous sommes au pouvoir. Nous, l'UDPS, on n'avait ni le contrôle de la CENI, on n'avait même pas un petit délégué. Un petit délégué à la CENI, et on ne pouvait à aucun moment contrôler la Cour constitutionnelle. Mais nous sommes arrivés au pouvoir grâce au sacrifice. Grâce au deal. Si c'était un deal. Je suis l'avocat de l'autre côté, parce que c'est ça. Mais si c'était un deal. Puisqu'ils disent que c'est un deal. Si c'était un deal. Les membres du FCC le disent. Il n'y a plus rien à cacher. Balobi, en 2023, il y a qui beaucoup soutenir quelqu'un du FCC. C'est impossible. C'est impossible, madame. Est-ce que le président Félix peut aller négocier pour notre compte à nous sans pour autant demander l'avis du parti? C'est ce qu'il a fait. Mais quand il l'a fait à Genève, à Genève, nous avons refusé. De la même manière que nous allons refuser, le parti ne lui appartient pas. Ce n'est pas un parti de président fondateur. À la différence avec tous les autres partis que vous voyez ici. C'est leur parti à eux. L'UDPS nous appartient. De la même manière avec le président Félix Tshisekedi. C'est notre patrimoine commun. Il ne peut pas décider sans pour autant réellement inclure dans son action l'intérêt supérieur des membres du parti. Ambroise Mambala dit, mon excellent confrère l'a dit, est-ce que ça ne va pas... Et si le président de l'Assemblée nationale n'est pas là, si Janine Babunda n'est pas là, Tambo Mamba n'est pas là, est-ce que ce ne sera pas... C'est bon, parce que quand même, ils représentent, ces deux-là représentent cette institution-là, le Sénat et l'Assemblée nationale. Ce Mambale Baboïkoya, comment ça va se passer? Les actes que nous sommes en train de poser aujourd'hui est comptable de l'histoire. Soyez-en certains que Mme Mabunda est en train d'écrire sa page d'histoire. Si elle ne comprend pas aujourd'hui, de la même manière que le président du Sénat, ils doivent être le chef des institutions et non les porte-parole d'un mouvement politique. Ils doivent défendre la République. Ils doivent quitter cette dimension de croire. Mais ils disent que le président a violé la Constitution et ils défendent les institutions, ils défendent la Constitution. Chacun dit que non, le chef de l'État a violé la Constitution. Je me répète encore. Ils sont des présidents des institutions. Et j'estime, l'État régule déjà cette affaire. S'il se fait que le président a violé la Constitution, ils n'ont qu'à s'adresser à la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle qui va nous dire qu'est-ce qu'il y a eu par rapport à l'acte du président. Mais ce n'est pas un individu. Mais c'est cette Cour constitutionnelle. Président du Sénat soit-il. Parce qu'ils disent que la Cour constitutionnelle est déjà inféodée. Parce que le chef de l'État a déjà nommé. Permettez, moi je ne mâche pas mes mots, parce que c'est notre République à nous aussi. À nous tous. Voilà. Que le chef de l'État a déjà mis ces gens, ces gars à la Cour constitutionnelle comme Kabila l'avait fait. Ils étaient membres de l'UDPS, ces gens-là. Je crois qu'ils n'étaient pas membres de l'UDPS. Ils ont été juristes depuis longtemps. Et c'est ce qu'a fait le président de la République. Ils n'ont jamais été membres de l'UDPS. Ils n'ont jamais acheté notre carte. Ce sont des gens que nous avons trouvés, que hier, nous étions en train de dire beaucoup de choses sur eux. Mais quand le président est arrivé, il a dit... Je vous prends, je vous nomme. Parce que ce sont des magistrats de carrière. Ils ne se sont pas redevables envers le chef de l'État qui les a nommés? Ils ne se sont pas redevables? Hiérarchiquement, c'est leur chef direct. Parce que c'est lui qui est en train de nommer. Le vrai problème qui est en train de se poser ici, c'est quoi? Les autres sont en train de comprendre que c'est la signature du chef qui donne le poste. Et ils veulent assez qu'ils puissent négocier dans les officines d'autres postes pour que leur personne à eux, je ne dirais pas leur personne, que leur influence soit reconnue. Ils comprennent qu'ils n'ont plus d'influence dans ce pays. Et partant de cela, ils se disent, ils sont prêts à tout faire pour que leur influence puisse rentrer. À qui profite ce crime? En fait, moi je appelle ça comme ça. À qui profite cet imbroglio aujourd'hui? Je crois, l'heure a sonné où notre peuple doit comprendre beaucoup de choses. Nous tous, nous sommes serviteurs de notre patron, et le patron, c'est le peuple souverain. Et au nom de ce service que nous devons rendre réellement à notre patron, le patron doit être vigilant. Vigilant, et le débat est clair.
Aucun constitutionnaliste, madame, je l'ai dit, aucun constitutionnaliste du FCC ne fera le média pour te dire qu'il y a eu violation de la Constitution. Aucun. Toutes les personnes qui sont en train de faire le média ne connaissent rien par rapport au FCC, ne connaissent rien de la Constitution. Politique et fiction. J'ai l'impression que lors de cette prestation, il y aura que les députés de l'UDPS. Je profite de l'occasion pour dire réellement à madame Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée, il est important que vous puissiez réellement écrire votre histoire par rapport à la nation congolaise. Qu'est-ce que les enfants retiendront de vous? Il est important. Si nous croyons quelque part que nous sommes obligés de défendre seulement les intérêts de nos partis, soyez-en certains, dans les jours à venir, l'histoire retiendra ce que vous aurez fait par rapport au contexte actuel. Accordez-moi une minute, s'il vous plaît. 2023, beaucoup disent 2023, c'est maintenant. Aujourd'hui, on a l'impression que toute l'attention d'Yabanza est focalisée sur 2023. Toutes ces petites guerres ici, c'est pour les élections de 2023. Et on oublie que on oublie qu'il y a 2020, qu'il y a 2021, qu'il y a 2022, et que le peuple meurt de faim, que le peuple n'a pas de courant électrique, que le peuple, il y a de kidnapping. Aujourd'hui, les politiciens ne se focalisent que sur 2023. 2023. Tout ça, c'est pour 2023. C'est l'impression que cela donne, que vous négligez le social, vous négligez la sécurité, vous négligez le bien-être du Congolais parce que tout le monde veut s'accaparer des élections de 2023. Non, je crois que... Que ce soit Cash, que ce soit FCC, que ce soit le président Félix, que ce soit l'ancien chef de l'État, que ce soit Mabunda, tout le monde veut s'accaparer des élections de 2023. Non, le combat actuel, ce n'est pas par rapport à 2023. Vous en êtes sûr? Oui, très sûr. Vous en êtes sûr? C'est la recherche du contrôle de l'appareil étatique. Et nos amis du FCC ont fini par comprendre qu'il n'y a qu'un seul chef, et ce chef s'appelle président Félix Tshisekedi Tshilombo. Qui aura la cour constitutionnelle? Nous savons, nous étions ici nous tous, ils étaient en train de faire le média et de dire Biso Batuto Tché. Mais à la fin, ils ont fini par comprendre qu'il n'y a qu'un seul chef. Et c'est là où se trouve réellement le problème. C'est ça le vrai problème. Donc, le FCC veut, comme le disait réellement Lamouka, un patin à la tête de la République. Mais il est de l'UDPS. C'est pratiquement impossible d'avoir un patin qui sort de l'UDPS. Nous avons été formés par de pères fondateurs. Et Etienne Tshisekedi nous a appris à dire non pour défendre l'intérêt de la République. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Quand le président doit nommer, il nomme. Quand il faut consulter, il consulte. Quand il ne faut pas consulter, il ne va pas consulter des partis politiques. Et eux se disent, ils sont dans l'obligation d'être consultés. Au lieu réellement de venir dans un débat d'ordre républicain par rapport à la Constitution, ils veulent que nous puissions descendre dans des débats de bas étage, des débats d'ordre politicien. Qui contrôle la Cour constitutionnelle, contrôle le pouvoir, contrôle les élections. Je ne crois pas, c'est comme ça que nous devons réellement voir la chose. Ce n'est pas une question de contrôle. Même si ce n'était pas le président Félix qui était au pouvoir, essayons réellement d'entrer dans une fiction. Dans l'hypothèse où le président de la République c'était Martin Fayulu, qui allait nommer réellement le membre de la Cour constitutionnelle, je crois que ça serait réellement le président Martin. Et s'il est nommé, vous allez dire quoi? Ils sont devenus membres de la Mouka. J'estime que non. Ils ne sont pas membres de l'UDPS. Ils n'ont jamais acheté notre carte. Ils sont magistrats de carrière. Ils ont servi la République et le président a dit, après avoir consulté les conseils supérieurs de la magistrature, je vais nommer un tel, un tel, un tel. C'est sur leur proposition. Ok. Nous allons aller à Minembwe. Notre pied, oui, comment je peux dire, notre aiguille sous les talons du chef de l'État, cette question de Minembwe. Ouais. Beaucoup disent que le chef de l'État a calmé Kajé. Parce qu'il n'y a pas un décret autre pour sursoir ou pour casser le décret de Minembwe. Donc, chef, atira maya malili kola maya moto. Comme il a tiède, mais comme il m'a lilité. Donc, on va savoir un peu plus sur cette question de Minembwe. Parce que le chef a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui s'est passé ou ce qui se tramait par rapport à Minembwe. Et on ne comprend pas, on m'a dit de vous poser cette question, parce que oui, bah toi, UDPS, c'est comme toi la Mouka, par rapport à Marcho, Salaki, par rapport à Minembwe. Beaucoup disent Azui, parce que moi je lis les gens de l'UDPS deux fois. Et ils oublient que la marche est une expression de la démocratie de notre pays, parce que je n'oublie pas que l'UDPS a beaucoup marché aussi pour obtenir ce pouvoir pendant 38 ans. Nous allons en parler avec Diabanza tout à l'heure.
Les autorités traditionnelles du Congo réunies au sein de l'Alliance nationale des autorités traditionnelles du Congo disent non à la création de la commune rurale de Minembwe. L'occasion a été propice pour le secrétaire général de l'ANATC d'interpeller le chef de l'État et le gouvernement Ilunga Ilunkamba. Musengi na premier ministre, avec sa ministre na défense, avec sa ministre de la santé, avec sa ministre intérieur et affaires coutumières, avec sa nabiso, donc brigade spéciale de l'autorité coutumière, autour de la Namassasi à Mondele na Yabiso. Tout le monde qui va créer commune rurale, moyen de contrôler sur ma vidéo des années. Et dans le cas de Tobania, on a Massina ou on a marché de la liberté. Chef oyo azalaki awa lokola mabele se koma rural lokola se koma urbaine moyen aloba soki bokoko na ye ezate. D'après l'ANATC, la création de cette commune est une forme d'escroquerie du pouvoir coutumière sur cette partie de la République démocratique du Congo. Si nous avons créé ma commune rurale, on va déposséder le pouvoir coutumier de façon que dans l'administration publique de gérer. Les Kambouana et Kolekate. Par cette cérémonie ancestrale, les autorités traditionnelles de la RDC signent et persistent que la RDC n'est pas à vendre et reste indivisible. C'est dans une ambiance traditionnelle qu'a vécu cette cérémonie. Ici est de noter que l'ANATC reste à ce jour dirigée par le chef Kapena et Sa Majesté Fumudi Fima, respectivement secrétaire général et président intérimaire. Projeté pour ce mercredi 14 octobre, la marche de la coalition Lamuka pour revendiquer l'unité nationale n'est pas autorisée par le gouverneur de Kinshasa. C'est ce qu'a fait savoir le vice-gouverneur de Kinshasa à la délégation de la coalition Lamuka. C'était au cours d'une réunion élargie à la police nationale congolaise. Vous savez que la police est soumise à l'autorité civile locale. Nous avons été instruits par son excellence, monsieur le gouverneur, que la marche, le gouverneur n'a pas pris acte. Alors, nous demandons à la population d'évacuer librement à ses occupations. Il n'y aura pas une marche demain. Tout attroupement de plus de 5 personnes sera dispersé parce que nous avons été instruits et nous allons exécuter les ordres de M. le gouverneur. Ils ont écrit au gouverneur, le gouverneur n'a pas pris acte. Le gouverneur nous a instruit d'interdire la marche et nous allons faire notre travail. S'ils vont marcher, ils vont trouver la police sur le chemin. Là, je demande à la population d'être calme, d'évacuer librement à ses occupations. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de marche demain. La police sera là pour arrêter tout fauteur de troubles. Mais à en croire un cadre de la Mouka, malgré cette interdiction, la coalition Lamuka sera dans les rues de Kinshasa ce mercredi pour faire entendre sa voix autour de la question relative à l'installation de la commune rurale de Minembwe. Diabanza, la question de Minembwe soulève beaucoup de passion. Vous êtes cadre de l'UDPS. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne comprennent pas la position des membres de l'UDPS par rapport à Minembwe aujourd'hui. Beaucoup disent, vous parlez maintenant la bouche pleine. Ça veut dire que même si aux hommes parce que vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous avez changé complètement votre façon soit de voir les choses ou d'analyser les choses. J'espère que vous allez parler sans passion, sans... Voilà. Le chef de l'État a dit qu'il n'était pas au courant de ce qui se passait ou qui se tramait par rapport à Minembwe. Et il a dû surseoir au décret créant la commune de Minembwe. Mais les juristes disent que ça, ce n'est que verbal, en fait. Il faut un acte écrit. Quelle est votre lecture de cela? Je commence réellement par votre introduction. Nous sommes en train de parler la bouche pleine. J'estime que de tous les partis aujourd'hui au Congo, nous sommes le seul. Nous sommes sortis déjà 3 fois pour des choses qui ne concernent en aucun moment l'intérêt du parti. Pour des intérêts d'ordre national. Nous étions dans la rue le 9 juillet pour revendiquer la manière dont l'Assemblée nationale avait entériné Ronsard Malonda. Nous sommes descendus dans la rue pour dire non aux propositions de loi Minaku Sakata. Nous l'avons encore fait en son temps
pour dire non quand les gens ont tenté de faire voir au président qu'il était responsable devant le Parlement. Donc à plusieurs fois quand nous sommes dans la rue, c'est pour des intérêts d'ordre national. Et nous, l'UDPS aujourd'hui au pouvoir, nous avons déjà perdu des combattants. Ils sont morts pendant que nous étions en train de revendiquer. Donc je crois quelque part, l'UDPS n'a pas perdu ses réflexes. Okay. J'y reviens à la question. Je me dis, c'est une affaire qui nous demande à nous tous de passionner en premier lieu le bas. Je refuse d'être émotif. Moi, personnellement, je parle de moi, c'est en 2002 que j'ai compris qu'il fallait réellement, nous tous Congolais, comprendre que c'est le prix à payer, accepter nos frères Tutsis comme Congolais. C'est à Sun City. Et c'est lui qui m'a permis, réellement de comprendre ça. C'était le leader de mon parti, Etienne Tshisekedi d'heureuse mémoire. Aujourd'hui, par rapport à Minembwe, je comprends que la chose est en train de faire couler beaucoup d'encre et de salive, mais le président a été prudent dans son option politique. Il a dit qu'il est en train de surseoir. Mais là où nous sommes en train de s'aimer la confusion, entre le décret et l'installation du bourgmestre, c'est deux choses différentes. Le décret ne crée pas seulement comme commune rurale la zone de Minembwe. Il y en a plein. Il y a Binga de l'autre côté de l'Équateur, il y a chez moi au Bas-Congo, il y en a plein. Il y a à peu près 310 communes rurales. Et quant à ce, la commune de Minembwe par rapport à l'acte qui s'est passé, c'était un acte qui ne concernait que l'installation. Et c'est ce que le président a annulé. Il a annulé l'installation du bourgmestre de la commune. Non. Quand il faut parler réellement du décret qui est en train de créer, le décret n'a seulement pas créé la commune de Minembwe. Il en a créé beaucoup. J'ai suivi le député Moindo Zangi qui était en train de dire que la commune de Minembwe a été ajoutée à la liste d'une manière frauduleuse. Du décret initial au décret final, ça a été ajouté d'une manière frauduleuse. Je crois que c'est la démarche qu'il est en train de faire et le Parlement va nous éclairer beaucoup plus sur le dossier. Mais j'estime, parlons de cette installation, quand le président est en train de dire qu'il n'était pas au courant, même si on pose réellement la question au ministre de la décentralisation, il le dit si bien qu'il n'y a aucun document dans son ordre de mission qui était en train de certifier qu'il devait aller installer le bourgmestre de la commune. C'est en se déplaçant vers l'Est par rapport à ce qui était sa mission qu'il est passé par hasard. Ça relevait du ministre de l'intérieur provincial. Mais je me dis, politique, il n'y a pas de coïncidence. Je me dis quelque part qu'il y avait un calcul à caractère politique. Exactement. Et dans ce calcul, on n'a pas besoin de faire Harvard pour comprendre qu'il était intéressé par l'affaire. Et nous le savons, même à Sun City, quand nous étions en train de suivre de loin, il y avait dans l'agenda du RCD le territoire de Minembwe. Et lui, c'est l'un des patrons du RCD. Et je comprends quelque part, partant de cela, qu'il était intéressé et il sait ce qu'il était en train de faire. Il y a beaucoup de gens qui disent que Rouberois n'aime que la décentralisation. Ça fait énormément d'années qu'il est ministre de la décentralisation. Quand on dit décentralisation, on voit les terres. Nous, les Bantous, excusez-moi, nous connaissons la valeur de la terre. Et beaucoup disent, et même le chef de l'État, à Londres, je l'ai suivi dernièrement, quand il a dit les Banyamulenge sont des Congolais, vous avez vu la réaction de la salle. Diabanza, on ne leur interdit pas d'être Congolais, puisqu'il y a des Belges d'origine congolaise. Ouais, il y a eu Chaloupa qui nous avons vraiment applaudi en tant que leader politique. Les Congolais, ils ne veulent pas, parce qu'ils n'ont pas de terre à eux en République démocratique du Congo. C'est ça la réalité. Alors, aujourd'hui, on a vent qu'il y ait une sorte de remaniement qui peut arriver. Souhaiterez-vous, Diabanza, le départ de Rouberois du gouvernement, puisque lui-même l'a dit, il est prêt à quitter le gouvernement, souhaiterez-vous le revoir ou qu'il ne soit plus là dans le gouvernement? Je crois quelque part, nous ne pouvons pas nous permettre, nous Congolais, de résumer le problème de Banyamulenge par rapport à nos terres à la personne de Rouberois. Ah ben c'est lui le leader incontesté. Hein? Non, il est le leader. Il se dit leader incontesté. Nous risquons réellement de nous tromper. Nous risquons réellement de nous tromper. Les statuts qu'ils ont aujourd'hui, il y a quelqu'un qui y a travaillé.
Les statuts qu'ils ont aujourd'hui. Quel statut de Congolais? Nous les acceptons comme Banyamulenge aujourd'hui. Nous disons Banyamulenge, nous ne disons plus tout Rwandais. Ils ont travaillé pour ça. Et aujourd'hui, après avoir travaillé par rapport à ce nouveau, au premier statut, ils veulent maintenant acquérir nos terres. Historiquement parlant, sociologiquement parlant, il n'y a pas dans la liste des ethnies congolaises une ethnie qui s'appelle Banyamulenge. Ça, c'est historique. Et j'estime que les Banyamulenge sont dans l'obligation aussi de comprendre. Nous les acceptons en tant que Congolais, mais nous ne pouvons pas accepter à cause d'eux que nous puissions torpiller l'histoire de la République démocratique du Congo. Ils doivent comprendre que nous avons même bougé les articles organisant la nationalité congolaise. Hier, c'était vers 1885. Aujourd'hui, c'est 1960. Après Sun City, nous avons dit, et Congolais, toute personne, parce que eux devaient devenir des Congolais d'origine. Nous les avons acceptés. Mais j'ai dit quoi? Il est important aussi pour nous de ne pas être motif. Moi, je suis d'avis qu'il faut une politique définie réellement par l'État. Moi, je suis d'avis qu'il faut une politique. Et dans cette politique, moi, j'estime, même chez moi, à l'UDPS, nous sommes ouverts. Il doit y avoir de Banyamulenge membres de l'UDPS, de Banyamulenge membres du PPRD. Mais ils se victimisent, ils ne s'intègrent pas, ils sont entre eux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y a que des mariages. Et c'est là pour la suffisance. Ils ne s'intègrent pas. C'est là chez nous, il y a des mariages entre tribus. Il y a de ceux-là, il y a de ceux-là qui sont nés à Kinshasa, qui ont grandi à Kinshasa et qui ont une autre manière de voir la chose. Ah bon? Mais ils sont Banyamulenge. Il y en a, je vous assure, madame. Bazali, Oyoba, Botamia, leur manière de voir la chose, ce n'est pas comme ceux de Minembo et les autres. Et ceux-là, deux fois aussi, ne sont pas d'accord avec cette démarche. C'est à nous maintenant de définir une politique nationale pour voir dans quelle mesure il faut décourager nos amis Banyamulenge qui sont en train de croire que le Congo doit torpiller son histoire rien que pour eux. Pour ceux qui te croient un piège na bango, tant que sur la victimisation, ils vont faire croire au monde entier qu'ils sont apatrides. Mais ils le font déjà croire qu'ils sont comme ça. Ils sont mais c'est à nous de communiquer autrement. C'est notre responsabilité. Dépassionnons le débat. Communiquons autrement. Faisons voir au monde que nous avons applaudi Chaloupa Oazamundele, grec d'origine. Pourquoi pas nous pouvons le faire pour Roubaix-Roi? C'est Roubaix-Roi qui est en train de se victimiser. Il n'y avait pas une naturalisation collective. Chaloupa l'a fait seul. On a bien conscience. Mais Bango Bazoya en bloc. Et dans ta tête, quand tu parles réellement de Banyamulenge, tu dis quoi? Moi, personnellement, je dis qu'ils ont bénéficié de Youssoli. Ils sont Congolais d'origine. Parce que beaucoup d'entre eux sont nés ici. Mais je ne me permets pas de dire qu'il y a une ethnie de la même manière que l'ethnie Bandibou que je suis. Il n'y a pas une ethnie Banyamulenge. Ça, c'est une réalité. Et cette réalité, nous devons l'enseigner à nos enfants. Nous devons apprendre à nos enfants qu'une ethnie Banyamulenge est raté, mais il y a une ouverture d'esprit par rapport à notre compréhension de la chose. Ils sont Congolais, ils peuvent adhérer à l'UDPS. S'il y a des Banyamulenge qui peuvent devenir présidents, qui veulent devenir présidents, il y a une machine politique qui s'appelle l'UDPS et c'est la seule machine, Samba Zomandoki, si Bakoum n'a pouvoir, en dehors de ce qui s'est fait avec la Bako. Donc moi je crois, la machine la plus crédible, venez chez nous. Au lieu de rester dans ce coin-là. Ils vont vous torpiller. Nous sommes l'UDPS, à l'UDPS torpiller c'est difficile. C'est difficile. Hein? Ok. On a dit à l'UDPS, c'est difficile de torpiller. Alors, on vous invite, les Banyamulenge, à aller adhérer à l'UDPS. Ça sera peut-être une façon de vous intégrer aussi au parti politique congolais. Nous allons parler un peu économie. On a déposé le projet de reddition de comptes 2020, je crois, à l'Assemblée nationale. Et nous allons parler un peu de ce qui s'est passé chez vous, au Congo central. Les gens ne comprennent même plus les rôles des assemblées provinciales en République démocratique du Congo. Plus de détails, s'il vous plaît. C'est depuis ce mardi 13 octobre 2020 que la Cour de comptes de Kinshasa est entrée en possession du projet de reddition des comptes de la capitale pour l'exercice 2019.
Ce document a été déposé par le ministre provincial des Finances sur instruction du gouverneur de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila. Nous sommes venus déposer officiellement le projet de reddition des comptes de l'exercice 2019. C'est une obligation légale, nous sommes obligés de le faire. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui à la Cour des comptes. Nous avons déposé aujourd'hui le projet de dits budgétaires de reddition des comptes de l'exercice 2019. Nous avons aussi déposé les rapports. Dans le couloir, Jean Goy a fait savoir que le projet de compte de l'exercice 2019 a pris en compte les remarques formulées lors de l'analyse du projet de reddition des comptes 2018. Nous avons tenu compte des remarques qui nous ont formulées pour les redditions des comptes 2018 juste pour corriger ce que nous venons de déposer aujourd'hui. Le projet de dits budgétaire 2021, c'est déjà en cours. Nous avons déjà terminé les travaux à Caritas là-bas. Ce qu'on attend maintenant, qu'on puisse relier et déposer à l'APK. Parce que nous sommes déjà à la session budgétaire au niveau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. En réaction, le premier président de la Cour de compte a félicité la province d'avoir accompli une obligation légale. C'est une obligation légale et constitutionnelle. J'ai encore répété au ministre que c'est encore une exigence démocratique. Vous savez, les citoyens sont très contents lorsqu'ils voient leurs dirigeants rendre compte de leur gestion. Et c'est comme ça. Et nous avons félicité la province pour ce travail-là. Après, il y a une chambre de compte qui s'occupe de l'analyse de tout ce qu'ils ont déposé, parce qu'ils l'ont déposé pour que nous fassions un rapport à l'Assemblée provinciale. C'est la Cour des comptes qui doit montrer à l'Assemblée provinciale ce qu'il y a comme erreur à corriger, etc. Ici est de noter que ce projet de reddition de comptes sera soumis à une analyse minutieuse avant son dépôt à l'Assemblée provinciale de Kinshasa dans le tout prochain jour. Diabanza des assemblées provinciales de notre République. Pour Kinshasa, on a déposé le projet de reddition de compte 2019. Et au Congo central, chez vous, changement à la tête de cette institution. Mais la population s'est dit, quel est réellement le rôle de ces assemblées provinciales? Vraiment, beaucoup de gens ne comprennent vraiment pas. Si ce ne sont pas des guéguerres pour faire sortir le président de l'Assemblée nationale, pour destituer le gouverneur, les gens ne comprennent vraiment pas le rôle des assemblées provinciales. Pas du tout. Et on ne sent pas leur impact dans la vie de tous les jours de Congolais. Votre appréciation? Vous n'avez pas totalement tort. Quand on est en train d'observer réellement, je crois il est important de voir dans quelle mesure il faut développer la République. Et en voulant développer la République, les administratifs ont réfléchi comment est-ce qu'il fallait voir le développement à la base. Mais dans le contexte de notre pays, moi personnellement, je me dis il fallait en premier concentrer, consolider l'essentiel de notre énergie sur la réussite du gouvernement central en premier. Quand nous aurons accroître notre budget, on peut se permettre maintenant de dire réfléchissons sur le développement à la base. Et dans le contexte actuel, je me dis, s'il faut diminuer les trains de vie des institutions, nous devons voir dans quelle mesure il faut mettre une parenthèse par rapport à la Constitution, voir dans quelle mesure il faut mettre tout ça, les assemblées provinciales, le Sénat en veilleuse, le temps de réussir à accroître le budget et de voir qu'il y a besoin par rapport au développement à la base. Mais dans le contexte actuel, même quand on parle du décret du Premier ministre par rapport à la création de communes rurales, je me dis, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pendant que le budget n'est pas encore à la hauteur de nos besoins? Pour la nation, le Donc budget je crois, à peine le 6 milliards. Voilà, 6 milliards 800. Et je me dis, quand vous regardez tous les guéguerres, vous finissez par comprendre que ce sont des guéguerres d'ordre politicien. Ceux-là qui ne sont pas capables de mener combat à partir d'ici vont dans leur province. Et dans la province, on voit de fois le FCC cache dans toutes ces guéguerres. Donc je me dis, ce n'est pas efficace. La chose la plus importante, c'est l'efficacité de la gestion. Et comme ce n'est pas efficace, on a besoin d'argent. 6 mois, 7 mois impayés, il est mieux pour nous de le mettre en veilleuse. La territoriale des non-originaires, c'était une des forces de Mobutu, de nommer les non-originaires pour diriger les... C'était quoi? C'était les régions à l'époque. Nous en avons 11 à l'époque, et je crois que cela avait soudé un tout petit peu l'unité nationale. Mais aujourd'hui, avec la territoriale des originaires, on se rend compte qu'il y a une sorte de, comment on dit, de régression, de nombrilisme, permettez l'expression, de ressortissants de chaque coin. Tout peut être changé dans la vie, on dit rien n'est définitif à part l'éternel. Est-ce que ne peut-on pas revenir à la territoriale des non-originaires? Je vous en prie, laissez-moi formuler, pour essayer de ressouder
l'unité nationale, parce que beaucoup disent aujourd'hui le tribalisme bat son plein en République démocratique du Congo. À l'époque, c'était peut-être en veilleuse, c'était peut-être dormante, comme les cellules dormantes des trucs de terroristes, il y a des cellules dormantes. Le tribalisme était peut-être dormant, mais aujourd'hui, ça s'est réveillé. Pour vous, intellectuels de mon pays, né Congo, puisqu'on dit aussi chez vous, vous avez toujours la fibre de la sécession, les Né-Congo veulent toujours l'indépendance de leur province. Vous pensez que Mobutu avait raison à l'époque d'agir ainsi? Je ne vois pas la chose de cette manière. Parce que je me dis, c'était des décisions d'autorité. L'on ne peut pas se permettre réellement de décider d'en haut pour un grand nombre de gens. Et c'est ce que faisait réellement Mobutu. Il faut un référendum peut-être. Il était en train d'imposer. Moi, je me dis, il y a possibilité de voir autrement la chose. S'il y a un Mouluba qui habite le Congo central, c'est un Congolais. Il a le droit de postuler, il a le droit de dire à ceux-là que j'ai la possibilité de changer les choses chez vous parce que je ne connais rien de Kasaï. Je prends mon cas personnellement. Je suis de Kinshasa. Et comme je suis de Kinshasa, pour connaître le Congo central, je suis dans l'obligation de rentrer et de faire de petits tours. Aussi longtemps que je ne le ferai pas, je suis en difficulté de parler de leurs problèmes. C'est comme ça que moi je vois la chose. Parlons de la démocratie, il faut nécessairement que l'impulsion puisse venir de la base. Et c'est comme ça qu'on a été forgé au sein de l'UDPS. C'est la base qui dirige, c'est la base qui décide. Mais le cas Mobutu, c'est un cas pour moi que nous ne pouvons pas nous permettre une fois de plus d'expérimenter. Et quand vous parlez... Pas de jurisprudence pour Mobutu. Quand vous parlez du tribalisme... ce n'est que pour Joseph Kabila. Quand vous parlez de tribalisme, je me dis, la fibre est beaucoup plus utilisée par des politiciens en mal de positionnement. Ce sont des gens qui sont en train de croire... Pour avancer, je suis dans l'obligation réellement d'utiliser ce discours. Même s'il ne le dit pas haut, mais il est en train d'y travailler. Je prends le cas de la ville-province de Kinshasa. Je regarde la jeunesse de Kinshasa. Il est difficile de trouver un jeune de Kinshasa lorsqu'il est en train de faire la cour à une fille, de poser la question du tribut Yaeko la Moisuana. Ce qui l'intéresse, c'est un critère autre que par rapport à la tribu. Et c'est ça à Kinshasa. Et ce n'est seulement pas à Kinshasa. Même quand vous circulez réellement les grandes villes du Congo, c'est pratiquement la même chose. Donc je me dis, Tokoka déjà au Sangana. Mais il est important pour nous que l'homme politique essaye de voir dans quelle mesure aussi il faut un peu renforcer. Ce sont des hommes politiques qui instrumentalisent tout simplement. Nous allons terminer un peu par le social. La descente d'une équipe de riposte à Goma. Et nous allons parler un peu de nous. On ne parle pas souvent de nous. Nous allons parler un peu de l'UNPC. Comme j'ai quelqu'un de l'UDPS avec moi, nous allons parler un peu de l'UNPC avec ce qui se passe. Parce que ça a divisé les journalistes. Parce qu'on dit les politiques sont à Koti Masolo à Kabola Arak. Donc je sais que nous avons eu le soutien de la Grande Dame pour l'organisation du congrès. Mais cela n'a pas plu à tout le monde. Il y a beaucoup de journalistes qui ont été contre le choix et surtout le choix de nommer la première dame membre d'honneur à vie de l'UNPC. Et on sait que son mari, qui est président de la République, ne voulait pas, il ne veut pas qu'on aide par des moyens pas très catholiques la presse. Il a dit carrément. Donc nous allons en parler pour clôturer cette émission. Malgré la régression de la pandémie de coronavirus en RDC, le ministère de la Santé publique ne cesse de multiplier les efforts pour l'éradication de cette maladie. Voilà qui justifie l'arrivée d'une délégation du secrétariat technique de la prise en charge du ministère à Goma. Cette équipe est composée des réanimateurs, des nutritionnistes ainsi que du service de la pharmacovigilance. Il y a des réanimateurs, il y a des nutritionnistes, il y a le laboratoire qui est représenté, le contrôle qualité, suivi, évaluation, même les aspects logistiques sont pris en compte, ainsi que la pharmacovigilance. Et donc nous sommes venus pour accompagner la province. Ce n'est pas que nous allons travailler
à la place de la province, mais les accompagner, ils font déjà très bien le travail et vous remarquez que même le nombre de cas confirmés est en régression, le nombre de décès aussi est en régression, mais il y a encore des efforts que nous devons fournir ensemble au niveau national et provincial. Le chef de la division provinciale des prises en charge du Nord Kivu s'est réjoui de cet appui qui, selon lui, va permettre à la province de bien riposter. L'arrivée de nos experts du niveau central, depuis hier soir en province, pour nous appuyer à organiser de la meilleure manière les activités, la riposte contre l'épidémie de la Covid-19 et en profiter également pour remercier les niveaux centraux, le secrétariat général à la santé, le secrétariat technique pour encore une fois avoir pensé à la province du Nord Kivu. Notons que depuis le début de la pandémie de la Covid-19, déclarée le 10 mars dernier, plus de 990 cas sont confirmés dans le Nord Kivu sur les 10 857 cas déclarés sur l'ensemble du pays. Le secrétaire général de l'UNPC, Jasby Zebia, invite tous les journalistes de la RDC à ne pas se fier à une autre marque de carte de l'UNPC qu'il qualifie de fausse et de ne donner priorité qu'à la seule carte délivrée par le Bureau national de l'UNPC. Les confrères s'évertuent, parce que moi j'appelle ça un acte d'escroquerie, de vol pratiquement, parce qu'ils sont en train de le faire, connaissant que certains de nos confrères qui sont dans les provinces peuvent être naïfs. Ils profitent de leur naïveté pour leur produire ces cartes. Alors que cette carte est distribuée sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et je vais vous démontrer comment je suis tombé sur cette carte. Les confrères sont revenus du Congrès. On les a installés dans un hôtel de la place. Monsieur Benoît Cambéré, l'ancien secrétaire général, s'était vertué à aller chercher en catimini entre 22 et 23 heures, rencontrer les délégués pour leur demander est-ce que vous ne pouvez pas nous emmener cette carte dans telle province pour donner à un confrère. Et eux étant sages, ils ont récupéré la carte et de nuit ils m'ont appelé vers 22 heures pratiquement pour dire monsieur le secrétaire général, nous avons retrouvé une carte qui ne répond pas aux normes de l'UNPC. Le secrétaire général de l'UNPC donne ici quelques avantages de détenir la carte de presse délivrée par sa structure. Un journaliste sans carte ne peut pas couvrir une activité parce que quand le journaliste est sur le terrain pour une information, c'est cette carte qui lui donne la qualité des journalistes. Sinon, il est en situation d'usurpation de qualité. Voilà. Et en ce moment-là, si on met la main sur lui, on va le condamner pour usurpation de qualité. C'est comme une personne qui n'est pas DG, il vous dit je suis DG. Seul l'UNPC donne la qualité des journalistes. Dans ses perspectives d'avenir, l'UNPC annonce plusieurs actions à mener, notamment l'encadrement des journalistes, même en cas de délit de presse ou d'une faute déontologique. Diabanza, nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Le Covid, ça existe encore en RDC? Oui, c'est sûr. Nous venons de suivre avec vous. Il y a 10 857 cas, c'est que ça existe encore. Ça a été recensé à l'époque. Hein, donc, Mais nous voyons aujourd'hui les autorités se promener sans masque. Les policiers, tout le monde aujourd'hui, c'est comme si... On dirait que la peur est retombée. Plus avec nous, la peur est retombée. Nous n'avons plus peur réellement de la maladie parce que nous avons compris, on dirait, par rapport à chez nous, ça n'a pas pu ravager comme on était en train de voir de l'autre côté et tout le monde a compris. Malgré qu'il y a eu beaucoup de gens qui l'ont attrapé, mais à la fin, moins de morts, beaucoup plus de guéris. Merci à l'Éternel pour ça. Mais nous allons terminer un peu par l'UNPC. La presse aujourd'hui est divisée. On dit que c'est la faute aux politiques, comme toujours. Quand les politiciens, même par rapport au tribalisme, les politiciens aiment toujours tirer la couverture de son côté. Et vous avez vu, le phénomène le plus patent, c'est la livraison de doublons de cartes aujourd'hui. On a 2 cartes UNPC chez nous aujourd'hui. Et la base de cette tension, c'est évidemment l'aide de la Première Dame à la presse pour la tenue du congrès. J'ai suivi personnellement John Lungila, un confrère de chez nous, qui a été contre l'aide de la Première Dame et surtout son implication comme membre d'honneur à vie de l'UNPC et
sa prise de parole à Mwanda, et John Lungila a été clair, il a dit que la première dame n'a pas à donner des leçons, comme faire notre travail. Est-ce que pour vous, politique, vous êtes cadre de l'UDPS, comment jugez-vous la presse congolaise? Vraiment, soyez impartial et froid. Est-ce que nous faisons bien notre travail? Le combat de l'UDPS a été accompagné par la presse congolaise. Ni était réellement votre apport. Je suis d'avis que nous ne serons pas là où nous sommes. Vous nous avez réellement aidés, vous avez relayé notre message, vous avez permis réellement à la communauté tant nationale qu'internationale de comprendre quel était le sens de notre combat. Il s'est fait que la presse a besoin de l'aide de notre État, de tous les secteurs de la vie. C'est aussi l'un des secteurs, comme c'est le 4e pouvoir. Ce 4e pouvoir a réellement besoin aussi d'un coup de pouce. Et surtout de son indépendance. Et je comprends la réflexion du président à Goma, il l'a si bien dit, il croit que pour lui, il ne faut pas donner de l'argent, mais il faut réfléchir comment est-ce qu'il faut donner de possibilités à la presse. Il tient à ce que vous soyez de plus en plus indépendante, car l'indépendance va permettre que vous puissiez aider beaucoup plus la République. Et c'est de cette manière aussi que moi je vois la chose. Une presse très indépendante avec beaucoup de possibilités. Et par les possibilités, ils ont la possibilité aussi de nous aider réellement à faire avancer la République. Mais ce qui est en train de se passer pour le moment, je me dis aussi, l'aide, c'est pas mauvais, on pouvait aider. Mais il est important aussi et beaucoup à disent, la corporation... sans vous interrompre, beaucoup disent pourquoi on incrimine la première dame et pourtant Matata Pogno a aussi aidé la presse à un moment. Donc pourquoi l'aide de la première dame pose problème aujourd'hui? Parce que je crois que le problème ne se trouve pas... ça s'est déjà passé. Voilà. Les problèmes ne se trouvent pas par rapport à l'aide de la première dame, mais le problème est ailleurs. Il y a de ceux-là qui sont en train d'estimer que dans le premier scénario, peut-être moi journaliste, je n'ai pas trouvé mon compte. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller toquer ailleurs et de voir dans quelle mesure je peux s'aimer la zizanie et dire que j'ai créé quelque chose, parce que la fois prochaine, quand il y aura à organiser, ils vont comprendre que je représente quelque chose. C'est un combat loyal, mais je me dis... Non, moi je ne me dis pas que c'est dommage. Nous sommes en train d'apprendre, nous tous. Nous sommes en train d'apprendre. Et cette culture des textes, nous apprenons. Et Tshisekedi de Reste Mémoire nous le disait à chaque fois, nous tous, après les 24 avril 1990, on s'est mis à apprendre la démocratie. Ce n'est pas dans la théorie que nous apprenons, c'est dans la pratique. Et cette pratique, du jour au lendemain, je suis sûr que beaucoup d'entre nous vont comprendre qu'il est important de rester unis. Et c'est dans l'unité, ensemble, que nous sommes victorieux. Merci Dia Banza d'être passé à la barre. Mais encore vraiment une poussière de secondes. On vous a reproché d'avoir voulu le changement au sommet. Vous avez manqué d'avoir l'Assemblée nationale. Et c'est pour ça que vous êtes buté à beaucoup de problèmes. Est-ce que pour 2023... vous allez changer un peu la donne, dire aux gens que le pouvoir présidentiel seul ne suffit pas. Il faut aussi le pouvoir législatif pour accomplir exactement votre tâche ou mettre en pratique ce que vous avez prévu pendant les campagnes ou votre projet de société. Le patron de la République, c'est notre peuple, et nous disons, si nous devons réellement servir le peuple, on a besoin de l'entièreté du pouvoir. Et vous remarquez quelque part comme le dit l'article 91 de la Constitution, la gestion de la République, c'est la gestion au quotidien de la République, c'est entre les mains du gouvernement. Il s'est fait que l'Assemblée nationale étant la source du pouvoir du gouvernement, c'est là l'émanation du gouvernement, ça nous complique. Et cette complication, je profite de l'occasion pour dire réellement au peuple congolais, essayez de voir dans quelle mesure il faut aider l'UDPS, parce que la volonté politique y est. Et vous remarquez quelque part que toujours le FCC qui bloque. Le président actuel est en train de voir la chose autrement. Et c'est toujours le FCC qui bloque. Merci pour votre défense là, avec le FCC qui bloque tout. C'est vrai, le FCC est en train de voir dans quelle mesure il faut tirer vers le bas la gestion actuelle.
Et vous tirez vers le haut. Hein. Bien vous sûr. avez le pouvoir. La proposition de loi Mina Kusakata vous avez est très éloquent et la proposition de loi prouve à suffisance qu'ils veulent voir autrement la gestion. Ils veulent que le pays soit géré de la manière dont ils étaient en train de le faire il y a cela 18 ans. Merci Diabanza Mouana Néné d'être passé à la barre. L'expression est consacrée. Merci à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, pour votre fidélité à cette émission. Restez fidèles à Congo Web Télévision. Restez fidèles à ma page La Lone Info sur les réseaux sociaux. Je remercie toute l'équipe technique. Je remercie mon opérateur de prise de vue. Clovis Odinga, merci d'avoir pris de très belles images pour cette émission. Merci à Freddy Kipimo à la régie finale et merci à tous encore une fois pour votre fidélité à cette émission. Prenez rendez-vous le dimanche prochain. Je serai ravi d'être encore avec vous. Inch'Allah.